Les affrontements se poursuivent sur le monde cardinal de Santarcus. Infestation et profanation se répandent dans l'ombre, tandis que les autorités planétaires tentent tant bien que mal d'orchestrer la défense d'un secteur en flammes. Un host de Blood Angels ayant totalement sombré dans la rage noire fut repéré alors qu'il profanait les lieux saints de Santarcus. L'ordre du rosaire bien mené et la sainte vivante Anne la persécutrice traquèrent les Astartes. Machines de pénitence et arco-flagellants chargèrent dans une transe fanatique, récitant psaumes et litanies de purification. La sainte pardonna les anges de la mort, désormais en paix. Alors qu'elle menait une mission de recherche dans un sanctuaire, une escouade des Sons of Gamilas et un Skitari d'Agrippina tombèrent sur un technoprêtre de Rutilia et ses serviteurs. Pour une raison incompréhensible, le fidèle de l'Omnimessie s'enfuyait avec une relique, couvert par les tirs de ses alliés. Contraint à se replier, le sergent Rilanor parvint tout de même à capturer l'un des serviteurs, et un Rustalker put en extraire de précieuses données. Dans les sous-sols abyssaux du monde cardinal, l'infestation de mutants continua sa propagation. Arrivés dans les cales de vaisseaux de transport, les mutants Kroos et Carvola débarquèrent sur la planète. Frappés de la marque du dieu Khorne, ils erraient en quête d'ennemis dignes de ce nom, avant de trouver deux hybrides orques. Les Xénos dévoraient quelques zélotes lorsque Cavorla les paralysa avec son pistolet à aiguille. Kroos, ricanant, les empala sur sa lame maudite. Puis les deux mutants se remirent en quête de nouvelles victimes. Après avoir vaincu une force Nécron lors de la procession de Sainte Praxédès, l'inquisiteur Torchstein et une patrouille des Valkyries de San Léor furent attaqués par des zélotes dirigés par un psyker à l'habit ecclésiastique. En supériorité numérique, ils criblèrent de rayons laser la chapelle qui servait d'abri aux sœurs. Ces dernières ripostèrent par la sainte fureur des missiles exorcistes, alors qu'une charge héroïque d'une poignée de filles de l'empereur brisa les zélotes. Toutefois, l'inquisiteur Torchstein disparut sans laisser de traces. Kroos et Cavorla continuèrent à tracer leur sillon sanglant à travers les méandres de Santarcus. Des prêtres de l'Adeptus Ministerum en pèlerinage attirèrent leur attention, mais au même moment, une bande de mutants corrompus par Nurgle intervint pour leur ravir cette proie. Deux des prêtres furent massacrés, et les survivants se replièrent dans un bâtiment ecclésiastique fortifié. Les fidèles du grand seigneur de la pourriture, à présent seuls face à leurs congénères disciples du dieu du sang, furent anéantis par Kroos et Cavorla dans une violence inouïe. L'escouade des Sons of Gamilas, menée par l'Astartes Rilanor, rentrait de sa mission lorsque leur rhino fut attaqué par des Rustalkers d'Agrippina. Les Marines se préparèrent promptement à défendre le rhino jusqu'à sa réparation. Mais ils furent tout autant surpris par la vitesse des assaillants que par la trahison soudaine, dans un gargouillis binaire strident, du princeps qu'ils escortaient. Les survivants à l'attaque initiale durent se sacrifier un à un pour permettre à leur sergent d'évacuer le cadavre de ce dernier, seul indice sur la trahison du clergé de Mars. Le commissaire Rico reçut une alerte de la part des prêtres victimes de l'attaque des mutants. Il arriva sur les lieux avec des cadets de l'Officio Prefectus armés jusqu'aux dents. Menés par le magus Slicus surnommé la Salamandre, les monstruosités de Nurgle foncèrent sur les prêtres et les soldats pour venger leurs frères. Slicus lança des malédictions de putréfaction sur les prêtres du Ministerum, mais leurs bénédictions purent stopper les maléfices. Rico et ses hommes ouvrirent le feu, déchiquetant ces immondices, mais la Salamandre était parvenue à s'enfuir. La dynastie de Skolfrek continuait de terroriser le monde cardinal, mais l'inquisiteur Moustaki mena les forces impériales à leur encontre.
il engagea le combat face à des Nécrons étonnamment peu nombreux. Alors que la force impériale décimait sans mal les Xénos, une autre armée de ces antiques machines de mort apparut. Le commissaire Rico et ses hommes firent exploser un monolithe au prix de leur vie, et la bataille prit véritablement fin quand le nouveau Phaéron fut désintégré. L'ordre du rosaire bien mené escortait un véhicule relique en lieu sûr lorsque Slicus la salamandre et ses hybrides les attaquèrent. Le Magus et ses frères pestilentiels propagèrent miasmes et glaires sur le champ de bataille, affaiblissant les sœurs. Malgré le courage et la foi des guerrières de l'Adeptas Auroritas, les mutants étaient trop nombreux. La troupe impériale fut décimée et ses restes dévorés. Des informations sur Torchstein parvinrent aux oreilles de la Sainte Inquisition, et une expédition se prépara. La paladine Emilia mena un assaut implacable et vengea ses sœurs tombées en tentant de protéger Torchstein. Après un combat expéditif, le sang des hérétiques macula le sol sacré de Santarcus, et l'inquisiteur Torchstein fut libéré. Ainsi, nombre de menaces rôdent dans les désolations de Santarcus. Les prémices d'une guerre fratricide entre forces impériales étant la plus inquiétante de toutes. Sur Selenia, la lune de Santarcus, des vétérans de Cadia tentèrent d'établir une colonie. Mais ils se heurtèrent aussitôt à une menace tyrannide. Bullgryns, sion du Tempestus et blindés, tentèrent de vaincre les vagues du Grand Carnassier. Mais aucune nouvelle ne parvint au QG de la garde impériale à la suite de ces combats. La lune fut également le lieu de conversion du Tempestor Drogan à la cause zélote. Les nouveaux fidèles du messager entreprirent de détruire le réservoir de carburant de la garde impériale sur Selenia. Informés de ce plan, Emilia et ses sœurs de bataille essayèrent de les arrêter au cours d'un affrontement d'une rare intensité. Malgré sa vaillance et ses prières, la sororité ne put empêcher les rebelles de détruire le réservoir, affaiblissant ainsi une des positions de défense de Selenia. La multitude de formes de vie qu'abrite la galaxie converge vers le système de Rutilia, attiré par la Blackstone. Mais jusqu'à présent, les forces impériales tiennent bon face aux Xénos et démons qui cherchent à s'emparer du minerai ésotérique. Les escarmouches prenant de l'ampleur, le capitaine Furio des Blood Angels voulait mettre un terme à la présence menaçante de la Death Guard dirigée par le prince démon Defecus. Prenant par surprise les disciples de Nurgle au cours d'un rituel, l'assaut fut un succès. Obnubilé par sa némésis Defecus, le capitaine Space Marine fut blessé dans l'affrontement. Quant au seigneur bubonique, il parvint dans la débâcle à s'enfuir avec quelques membres de sa suite maladive. Répondant à l'appel de détresse d'un Planet Warrior, les Frankish Knights tombèrent face à une cohorte de la 14e Légion qui tentait de capturer et d'extirper des informations détenues par le frère Tuxius. Les lames éviscéraient les corps et les balles faisaient éclater les pustules juteuses. La férocité impériale, conjuguée au renfort d'un paladin et d'un judiciaire, mirent à bas le seigneur de la peste Gangrus et une grande partie de ses acolytes. Les fils de Mortarion ne laisseront pas cet affront impuni. À la recherche d'un apôtre du messager, les déchus d'Archangels de Zakheal Kaelon découvrirent un complexe impérial où des psykers psychotiques étaient détenus captifs. Le système de surveillance alerta les Sœurs du Silence et un gardien chevalier de l'Adeptus Custodes de l'intrusion félonne. Le gène du paria des Sœurs contenait les velléités des prisonniers, tandis que le prétorien avançait inexorablement, dégageant un couloir après l'autre. Malgré la supériorité des fidèles de l'empereur, les corrompus résistèrent assez longtemps pour retrouver et interroger l'agent tant convoité, qui leur livra ses secrets. L'objectif accompli, ils purent se replier.
Près de l'avant-poste impérial Oméga 12 Delta, le boss Lugbur et ses boys décidèrent d'investir les lieux afin de mettre ce camp au standard orc. Mais l'aménagement est perturbé par la venue de la dynastie Sebek. L'affrontement fut aussi rapide que brutal, la sauvagerie et le nombre des peaux vertes prirent le dessus sur la froideur métallique des Nécrons. L'issue du combat étant certaine, le tétrarque décida d'un repli immédiat de ses forces en vue de préparer les offensives futures. Lugbur beugla de satisfaction suite à sa victoire, il était à présent certain de sa destinée manifeste. Les autres peaux vertes ne tarderont pas à entendre parler de ses exploits et à venir grossir les rangs du Big Boss. Au sein des vestiges d'un spatioport impérial, le Magos Darnos 88 lança un diagnostic des ruines afin de réhabiliter le centre et sécuriser un canal d'approvisionnement. Hélas, les lieux étaient infestés de clandestins et de rebuts du Monde-Forge. La masse désordonnée des réfugiés chargea, mais elle ne put tenir très longtemps face à la riposte du Mechanicus et de sa pléthore d'engins de guerre. Les ruines allaient retrouver leur splendeur d'antan et accueillir des légions de soldats pour la gloire de l'empereur. Les forces de l'Imperium se regroupant, certains secteurs de Rutilia sont laissés sans protection. Cette absence d'opposition permet aux Xénos de proliférer, et le monde souterrain semble gouverné par les cultistes des fils de la Guivre. Mais la surface au-dessus de ces souterrains est foulée par des hordes d'orques nomades, et un conflit ne tarda pas à éclater entre ces deux factions. La débauche de violence était phénoménale de part et d'autre. La multitude orcoïde vint à bout de Morgana Khan et de sa suite, et pour un temps, le silence régna en maître à travers les ruelles du secteur 621 de Rutilia. Les dissensions larvées, quand il ne s'agit pas de guerres ouvertes qui éclatent entre envahisseurs, ainsi que la vaillance des défenseurs, permettent à l'Imperium de conserver son contrôle sur le Monde-Forge. Mais pour combien de temps encore? Des armées de morts s'affrontant sur un monde mort. Le spectacle de marionnettes macabres opposant les Thousand Sons aux Necrontyrs se poursuit acte après acte sur Coronae. Occupé par la préparation du rituel oublié, Scarabeus laissa la responsabilité de la récupération des ultimes artefacts à son fidèle lieutenant. Cette quête s'accomplit une fois encore aux dépens des forces Nécrons. Suite à leur précédent revers, les Xénos ne purent réunir un effectif suffisant et ne parvinrent pas à s'opposer aux enfants de Magnus. Et bien que le rituel ne soit pas encore entièrement accompli, les premiers effets de la corruption se font sentir sur toute la surface de Coronae. À présent, des geysers de magie pure exsudent du moindre cratère de cette planète, et de nouvelles espèces chimériques semblent arpenter la surface de l'astre, jusque-là considéré comme mort. Les griffes de l'architecte du destin se sont refermées sur Coronae. Avec Rutilia, le monde ruche est sans doute la planète du secteur où se déroule le plus de batailles. Finn Liodot, leader de la troupe de la Divine Comédie, eut un songe lui indiquant l'emplacement d'un ancien artefact Eldar permettant de traverser la réalité. Il comprit qu'il s'agissait d'un message du prophète des ombres. Arrivé au cœur du sous-monde de la ruche SX-45-3, la troupe fut en vue du précieux objet. Alors qu'il s'en approchait prudemment, des guerriers fantômes aux couleurs de Yanden apparurent. Finn savait que nul ne pouvait raisonner la volonté implacable des anciens, et c'est la mort dans l'âme qu'il ordonna à ses troupes de défaire les gardiens de la relique afin de s'en emparer. De vastes parties de certaines cités ruches se sont vidées suite à des croisades zélotes, laissant d'autres prendre possession des lieux, comme des organismes d'avant-garde tyrannides. C'est uniquement la Providence qui plaça face à face les arlequins de la Divine Comédie, chassant les sbires du chaos, et les dévoreurs des mondes, avides de biomasse.
Un combat entre chasseurs qui vit la troupe de Finn triompher unilatéralement. Ce dernier foudroyant un garde des ruches d'un tir de son pistolet à fusion, le reste de sa troupe éradiquant Genestealers, rôdeurs et autres guerriers tyrannides pour une victoire sans appel des Eldari. Sur Orientina, l'Inquisition impériale mandata l'un de ses agents pour enquêter sur les agissements d'une mystérieuse force Deathwatch dont on ne retrouvait aucune trace dans les archives. Après un violent affrontement entre ces derniers, leurs alliés ultramarines et de la garde appuyés par un petit contingent fourni par la diplomatie Tau, l'inquisiteur découvrit que cet étrange bataillon était en fait un contingent de l'Alpha Legion qui, grâce à des émetteurs et un procédé inconnu, se faisait passer pour des chasseurs de Xenos. Ces subterfuges de l'Alpha Legion provoquèrent notamment un affrontement entre l'Astra Militarum et les Tau, qui, s'il se répétait, pourrait mettre à mal les relations diplomatiques avec les Xenos, ajoutant un ennemi de plus qu'Orientina ne pourrait pas gérer. Résolu à mettre un terme à cette supercherie, l'inquisiteur fit appel à des flèches-tireurs pour éradiquer ces imposteurs. Un assaut orbital mené par le dreadnought archiviste Ezdrael, vieil ennemi de l'Alpha Legion ayant déjà vaincu le seigneur Kifax lors de la précédente guerre pour le secteur, est lancé directement sur l'état-major renégat. Surpris par la violence et la rage des descendants de Sanguinius, le commandement des Astartes hérétiques fut défait. L'inquisiteur Ézéchiel Thorne est envoyé enquêter suite aux appels à l'aide d'un quartier du Ministerum. Il se fait accompagner par quelques Space Marines du chapitre des Nemé Lions. À leur arrivée, les forces impériales sont submergées par une marée de zélotes débarquant de bus blindés. Malgré la perte de plusieurs membres de sa suite, l'inquisiteur parvint à pénétrer à l'intérieur de la cathédrale en ruine occupée par les chefs zélotes. Entouré par une horde d'enfants mutants dont il finit par venir à bout, il n'a toutefois pas le temps d'arrêter les Psykers à la tête de ce culte. Le frère sergent Julius du chapitre des Red Dragons et son escouade arrivèrent sur Orientina. Des rapports de bataille impliquant des Xenos et des horreurs du Warp poussa la force Aguerris à les dépêcher au plus vite dans le sous-monde morbide des cités ruches. La rencontre avec la troupe d'Arlequins de Finn Illiodot fut inévitable. Les Eldari tentèrent d'expliquer le bien fondé de leur action en envoyant un des leurs parlementer, mais il fut exécuté sans sommation. Endeuillés par la perte de l'un des leurs, les Arlequins passèrent immédiatement à l'attaque, punissant l'outrecuidance des Monkey. Quant au sergent Terminator Julius, sa vie se termina par un coup de pistolet à fusion. Selon les standards de roulement, un bataillon de la Force Vengeance a été retiré des lignes de front afin de récupérer de ces combats. Après leur départ, une force Blood Angel attaqua les retranchements impériaux sans avertissement. Selon les dires des escouades de reconnaissance des Anges, le commandement impérial allait tenter de rejoindre les rebelles zélotes. Les forces de la garde succombèrent devant la férocité des Primaris. Ils résistèrent avec acharnement, mais la fin était inéluctable. Malgré la multiplication d'affrontements larvés et le manque d'informations globales sur la situation des forces engagées sur la planète, les forces impériales semblent toujours prévaloir sur le monde ruche. De nombreux affrontements eurent lieu sur l'Agrimonde. Le commandement de la force Aguerris semble prendre la pleine mesure de l'importance vitale de Caelonia et y dépêcha plusieurs armées. La grande et véritable guerre caélonienne a commencé. Les Auspex ayant détecté ce qui semblait être une force d'invasion Xenos, le commandant Pulo rassembla l'ensemble de son contingent pour aller affronter l'ennemi avant qu'il n'établisse sa tête de pont sur Caelonia. Après de longues heures de combat, les custodiens réussirent à repousser l'envahisseur du sol de l'Agrimonde, sécurisant pour un temps l'approvisionnement du secteur. Résolus à chasser l'invasion Nécron, les veilleurs de la Deathwatch tentèrent de récupérer de précieux parchemins cachés sur Caelonia.
Les immortels arrivèrent à éliminer les deux Astartes Simos et Thomius, mais la Death Watch finit par l'emporter. L'épave d'un chevalier impérial permit à Fiona la Noire, cheftaine zélote, de tendre une embuscade aux Tyrant Slayers. Cependant, l'arrivée des Nihil Angelus la fit paniquer et ses hommes ouvrirent le feu. Les hérétiques se regroupèrent pour faire face aux Astartes, mais devant la fureur des loyalistes, les Tyrant Slayers battirent en retraite. Les Nihil Angelus, venus pour traquer les Zélotes et les Tyrant Slayers sur Caelonia, découvrirent le lieu d'un échange de prisonniers. Au cours d'une manœuvre audacieuse, Sekas, dans son exo-harnais Invictor, démantela un Baneblade, captura le commissaire et le commandeur ennemi tout en libérant leurs prisonniers, le capitaine d'un autre chapitre. Mais malheureusement pour les Nihil Angelus, sur l'autre flanc, le chapelain Uxantis fut capturé. Sur les terres du baron Philippe de Cruz, une troupe de zélotes menée par Don Vincenzo et Don Timothée se lança à l'assaut d'une réserve de noctilites. Le minerai semblait néanmoins attirer deux hybrides Orc Genestealers qui étaient en transe devant la sombre roche. Les zélotes ouvrirent le feu sur les monstres, mais aucun tir ne parvint à percer leur carapace. Enragés, les hybrides massacrèrent leurs ennemis. Timothée et les rares survivants durent prendre la fuite. Poursuivis par les monstres assoiffés de sang, les zélotes Don Vincenzo et Don Timothée tombèrent sur Winnie Loosbeck et son camarade comte Soret nommé. Ils demandèrent son aide, mais Winnie négocia une prime coûteuse. Une fois motivés par l'appât du gain, les mercenaires ouvrirent le feu sur les monstruosités, en vain. Heureusement, l'inquisiteur renégat lié à Loosbeck jeta une grenade hallucinogène qui permit de faire fuir les créatures. Les inquisiteurs de l'Ordo Xenos Semaello et Kuluba Sincutter pourchassèrent une cabale de sorciers Eldari jusque sur une des plaines de Caelonia. Accompagnés d'escouades des Venexian Raptors du Militarum Tempestus, ainsi que de 4 agents des temples de l'Officio Assassinorum, les deux chasseurs éradiquèrent jusqu'à la moindre présence Eldari. Un groupe de combat du 501e Island est dépêché sur Caelonia pour prêter main forte à l'inquisiteur Crane Van Hart de l'Ordo Xenos, en prise avec le redoutable tétrarque Sarlos. Malgré le déluge de feu délivré par la force impériale qui anéantit presque tous les Nécrons, ceux-ci capturèrent un objectif stratégique et tuèrent l'inquisiteur, forçant la force impériale à battre en retraite. Loin des terres de l'agrimonde du secteur, dans les marécages d'Aegata, le Death Corp explora la planète pour y débusquer d'éventuels Xenos. C'est alors qu'un groupe d'hybrides Genestealers, corrompus par Nurgle, attaqua les soldats. Menés par une bête aussi difforme que titanesque, les mutants se jetèrent avec sauvagerie sur les gardes. Les soldats des Death Corps, embourbés dans le marais, se firent massacrer et dévorer. Des cavaliers se dirigèrent vers un signal de détresse. Ils avaient reçu un message grésillant, parasité par des cris humains totalement monstrueux. Alors qu'ils arrivaient, les Death Corps furent attaqués par une foule de mutants purulents. Le combat s'engagea, les deux camps subissant des pertes significatives. La bataille prit fin lorsqu'un mastodonte de chair chargea les cavaliers restants, les broyant comme des brindilles avant de les déguster. Sur la planète Marès, le roi de Moldavie et ses technobarbares firent une halte pour se remettre du long trajet depuis leur terre natale. Le roi avait rassemblé ses meilleurs hommes pour effectuer un pèlerinage à travers le Venexian après avoir eu des visions. Mais les guerriers moldaves tombèrent sur des pirates de Drukhari. Les Xenos furent témoins de la redoutable efficacité de ces guerriers venus d'ailleurs, et le roi en tua même plusieurs à lui seul avec son fusil laser de maître.
Le roi de Moldavie fit ensuite la rencontre d'un groupe de zélotes mené par le Lépreux pour le compte du baron caélonien Philippe de Cruz. Les zélotes étaient sur Marès pour mener une exploration. Ils furent pris pour cible par d'autres Drukari. Les grotesques infligèrent de sérieux dégâts dans les rangs zélotes, mais les techno-barbares moldaves et le Lépreux éventrèrent les horreurs de Gomorrah. L'engeance Xénos fut finalement exterminée. Sur le monde minier de Taurinus, les combats entre les taux du cadre de chasse des lunes jumelles et les tribiens d'Abou-Gamis atteignirent leur paroxysme. L'affrontement final eut lieu sur la Gamizourate, le plus sacré des lieux pour les tribiens. Impériaux et taux se rendaient coup pour coup. Lorsque s'effondra le corps sans vie du commandant Hymer, fauché par la balle d'un mystérieux soldat, un craquement sinistre s'éleva depuis les entrailles de la Gamizourate. Des squelettes de métal vivant émergèrent aux alentours de l'antique structure et se jetèrent sur les combattants indistinctement. Face à cette nouvelle menace, le chasseau Ilugvat n'eut d'autre choix que de faire détonner les stocks de Celluminium, condamnant à une mort rapide aussi bien ses auxiliaires bourcaires convertis à la cause du bien suprême que les derniers résistants tribiens. Dispersés, désarmés et démoralisés, les rares survivants impériaux en sont réduits à errer dans le désert, abandonnant aussi bien les réserves de Celluminium que les principales infrastructures de la planète aux mains des taux. Ainsi, le cadre de chasse des lunes jumelles a apporté le Tova sur une nouvelle colonie, et Taurinus porte désormais le nom d'Ilugvat Vaïs, la conquête d'Ilugvat. Quant aux bourcaires, devant le peu de cas que les taux semblent faire de leur vie, et ayant déjà reçu l'ordre de relancer la production de Celluminium, ils commencent déjà à porter un tout autre regard sur l'idéologie du bien suprême. Ainsi, bien que la résistance impériale ait été brisée, et le nom même de Taurinus profané, un nouveau belligérant et l'allégeance chancelante des bourcaires menacent déjà d'ensevelir le nom d'Ilugvat Vaïs sous les sables de l'oubli. À proximité du labyrinthique monde pénitentiaire de Carcérem, la planète inhabitée Caloris est à nouveau le théâtre d'affrontements entre tyrannides et Space Marines. Après l'échec de l'assassinat de l'Alpha Tyrannide, il fut décidé par l'archimagos Zosim et ses hyperlogiciens qu'une guerre totale devait être menée pour permettre le contrôle des précieux sites de fouilles de Caloris, dont les Space Marines ignoraient tout. N'ayant pas actuellement les ressources pour un conflit frontal, du ravitaillement fut envoyé au golem de Lutum, mais une force tyrannide arriva conjointement au précieux matériel. L'archiviste Ostares sous-estima grandement la puissance de feu qu'étaient capables de déchaîner les bioformes tyrannides, et il dut se replier piteusement sans les ravitaillements. Les senseurs du croiseur de l'archimagos Zosim captèrent la réactivation d'un signal dans une zone de Caloris abritant de très anciennes ruines impériales. Rapidement identifiée comme la balise du lieutenant Agatarchid, une petite équipe d'élite fut envoyée malgré les risques. L'empereur leur sourit ce jour-là, car ils trouvèrent immédiatement le corps brisé du lieutenant. Mais ce fut également leur malheur, car ils attirèrent immédiatement des rôdeurs Xénos qui les submergèrent. Au prix de leur propre sacrifice, le lieutenant fut récupéré, bien qu'inapte au service. Sur le monde volcanique de Panormus, l'inquisitrice Dame Farah enquête sur une étrange installation industrielle proche de la cité bunker Célesta. Lors de sa recherche, elle fut surprise par une horde tyrannide qui prit l'inquisitrice pour cible. Dame Farah lança un ordre de sauvetage prioritaire sur sa position, et quand elle fut à l'article de la mort, la Death Watch arriva. Ils n'eurent aucun mal à écraser la menace tyrannide. L'inquisitrice, reconnaissant leur utilité, les réquisitionna au nom des fonctions qui étaient les siennes. Ces Astartes lui seront très utiles lors de futures enquêtes sur ce monde hostile.
Au sein de la cité bunker Célesta, le district C14 fut également touché par une attaque tyrannide. Une kill team de vétérans des guerres tyranniques ultramarines avait été déployée pour sécuriser la zone. Ce n'est qu'après leur victoire que l'inquisitrice Dame Farah arriva sur place sous protection de sa Death Watch et décida de réquisitionner également cette kill team experte en annihilation de tyrannides. Mais les ultramarines refusèrent et Dame Farah, étant à court de patience, les déclara excommunicate traitoris. Malgré leur réticence initiale, les Space Marines de la Death Watch finirent par exécuter ces ordres. Les Ultramarines rompirent le combat, mais non sans avoir essuyé plusieurs pertes. Malgré leur excommunication par l'inquisitrice Dame Farah, la force ultramarine ne perdit pas de vue sa mission principale. Les Space Marines s'enfoncèrent davantage dans le district C14 afin de trouver l'origine de la menace Xenos. Ils rejoignirent le sergent Octavian et ses scouts encerclés par l'ennemi. Le combat face aux tyrannides fut rude, mais se conclut par la victoire des Space Marines. Après le sauvetage d'Octavian, celui-ci leur apprit l'emplacement de l'entrée du tunnel par lequel les tyrannides pénètrent dans la cité bunker. Si les Ultramarines accomplissent cette mission avec succès, leur honneur pourra être sauvé et l'excommunication levée. Ayant progressé jusqu'au cœur du district C14, la kill team composée de scouts et de vétérans des guerres tyrannides fait face à un patriarche Genestealers et plusieurs organismes inférieurs. L'objectif est de détruire le tunnel d'entrée des tyrannides. Alors que les Astartes étaient dans la dernière ligne droite afin de gagner leur rédemption, le patriarche se mit en action et décapita l'un de leurs frères d'armes. S'ensuivit une charge aussi brutale que coordonnée de la part des Gaunt, ce qui désorganisa les scouts et ouvrit une brèche dans la formation ultramarine. Il n'en fallut pas plus aux tyrannides pour exploiter cette faiblesse et exterminer la force d'Astartes. Sans que l'on ne parvienne à en déterminer la localisation par manque de données exploitables, dans l'espace profond séparant les différents systèmes solaires du secteur Vénexian dérive un fragment d'épave de forteresse noire. Confinés au sein de cette structure, les Ultramarines des Macrag's Knives tentaient de s'emparer d'une précieuse pièce d'archéotechnologie. Mais c'était sans compter sur la pestilentielle fougue de la force peste. Ces favoris de grand-père Nurgle reprirent de justesse la relique des mains de Marius Dizorius, dernier survivant des Macrag's Knives. Si, à l'échelle du secteur dans son ensemble, les plus grosses tentatives d'invasion viennent se briser sur le front commun formé par la force aguerris et les armées locales, des brèches commencent à apparaître dans les défenses impériales, car les planètes Taurinus et Coronae sont tombées aux mains de l'ennemi.